Bonjour à tous, bienvenue à Traduction et voyage linguistique, Jean Calvin et Wilfred Owen. C'est le thème de notre table ronde de cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Millet, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne et auteur notamment de Calvin et la dynamique de la parole, études de rhétorique réformée, un ouvrage qui a été réédité au Classique Garnier en 2019. Et Xavier Hanotte, bienvenue, écrivain belge, traducteur, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, également membre fondateur de l'association Wilfred Owen France. Bienvenue à tous les deux. Alors on va commencer peut-être par évoquer Jean Calvin, le plus ancien de nos penseurs et écrivains. Il est né à Noyon dans l'Oise en 1509 où un musée lui est dédié. C'est un humaniste, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des langues anciennes, le grec et le latin. Il fait des études de droit et adhère aux idées nouvelles de l'allemand Martin Luther. Et Jean Calvin va devenir le grand réformateur protestant de langue française en rupture avec l'Église catholique. Il quitte la France et bâtit à Genève le modèle des églises réformées qui se diffusent largement. Et c'est là-bas qu'il meurt en 1564. Olivier Millet, le français est la langue maternelle de Jean Calvin. Pour autant, il étudie en latin et le premier ouvrage qu'il va publier, il est en latin. C'est le commentaire du traité de la Clémence de Sénèque, c'est en 1532. Alors c'est un ouvrage qui initialement, bien entendu, est aussi en latin. À cette époque, le latin est la langue des idées. Le français n'est pas utilisé dans ce contexte-là. Est-ce à dire que pour la grande majorité de la population qui ne connaît pas le latin, finalement, elle n'a pas accès au savoir? Non, elle n'a pas accès au savoir, disons, ce qu'on pourrait appeler la haute culture, c'est-à-dire la culture sophistiquée, dans la mesure où celle-ci est directement rattachée à des savoirs réservés en gros aux clercs, puisque le latin est la langue des clercs. Ça ne veut pas dire évidemment que les gens, qu'en français, que la langue française n'est pas capable de haute production culturelle et littéraire, que ce soit le théâtre, la poésie, etc. Mais ce sont deux publics distincts, qui se recoupent bien sûr, mais parfaitement distincts tout de même, hein, et chacun évolue dans son propre univers. Sauf qu'il y a des personnages, évidemment, qui se trouvent à l'endroit exact où se recoupent les deux langues, c'est-à-dire qui pratiquent et pensent et écrivent dans l'une ou dans l'autre, voire dans les deux. Ce genre de situation nous est très largement étranger, hein, n'existe pratiquement plus dans les pays qui se sont dotés, qui ont fait de leur langue maternelle une langue de haute culture. Ce qui est le cas en Europe, en gros, pour toute l'Europe occidentale depuis le XVIe siècle. Mais il y a aujourd'hui dans le monde des situations de double culture, hein, des gens qui ont une langue maternelle, qui peut être d'ailleurs véhicule de poésie, de narration, de tradition très, très belle et très profonde, mais parfaitement distincte, ce qui ne veut pas dire séparé, hein. Distinct ne veut pas dire séparé, mais parfaitement distincte d'une autre langue, c'est peut-être le français, l'anglais, l'espagnol, qui lui donne accès, par exemple, à des savoirs scientifiques, philosophiques, techniques, internationaux, disons. Voilà. C'est dans cette situation-là qu'on était au XVIe siècle. Alors, sur le plan religieux, au début du XVIe siècle, les messes sont dites en latin, évidemment, et la prédication reste exceptionnelle. En réalité, les fidèles ne comprennent pas réellement ce qu'ils disent, et ça n'est pas tellement le sujet, finalement. Non, c'est ça. Voilà. Ils ne comprennent pas le détail de ce qu'ils disent, par exemple, quand ils assistent à la messe qui est en latin, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. On peut avoir un sens, une compréhension par imprégnation d'une part, et d'autre part d'abord ils ont reçu un minimum de formation, ne serait-ce que les 2 ou 3 prières fondamentales de la foi chrétienne, et puis d'autre part, ils peuvent avoir une compréhension des choses parce qu'on leur a un peu expliqué dans leur langue à eux ce qui se passe, et enfin, je disais par imprégnation, je dirais aussi par intuition, puisque tout était très largement symbolique. Et il y a aussi des images, évidemment, dans les églises et partout d'ailleurs. On est dans une situation de l'image qui relaye énormément ce qui ne se dit pas de manière précise dans la langue maternelle. Alors, à un moment donné, la population va tout de même avoir besoin d'accéder à la parole divine, plus directement peut-être. L'Église traditionnelle ne va pas être capable de répondre à cette demande. Non, en fait, on constate à la fin du Moyen Âge qu'il y a un énorme besoin dans la population, une sorte d'exigence presque, d'accéder au texte biblique dans la langue courante, c'est-à-dire le français, par exemple, en France, enfin pour les francophones. Et
ce besoin était en partie satisfait. Il y a de la Bible en français, mais ce n'est pas une traduction au sens moderne, scientifique, ce que pratique, quand je dis scientifique, c'est-à-dire qui se veut exact, ce que pratique M. Anotte avec son poète, par exemple. Ça n'existe pas. Il y a donc de la Bible en français, mais c'est plutôt de l'adaptation. Et ce qui est nouveau, c'est que, et ça vient de l'humanisme, c'est une exigence de la population d'accéder à la Bible elle-même, totalement traduite, et qui dans une traduction qui serait faite selon les originaux, et une traduction qui serait, comment dire, au sens moderne alors, exact. Et ça, c'est la réforme protestante qui va le satisfaire en grande partie. Elle n'est pas seule, hein, mais c'est surtout elle qui va se revendiquer de ce besoin qui préexistait à la réforme protestante. Et Calvin y a participé puisqu'il a lui-même revu le Nouveau Testament en français que son cousin Olivetan avait traduit à partir du grec. Oui, effectivement. Alors, on peut peut-être préciser simplement qu'au XVIe siècle, la Bible qui sert de référence, hein, si j'ose dire, dans l'ensemble de l'Occident, c'est la Vulgate de Saint Jérôme. Exactement. C'est donc un texte latin qui avait été transcrit en français, pas complètement, mais que c'était le texte latin qu'on lisait dans l'Église, pour la liturgie et pour les études savantes, notamment en théologie, toujours. C'est-à-dire que la Bible française n'a pas de statut, comment dire, d'autorité. D'abord parce qu'elle est incomplète, et puisqu'elle ne vise pas l'exactitude. Alors on a d'abord traduit, c'est ce qu'a fait Lefebvre d'Étaples, un autre Picard, proche, donc Calvin était proche, même s'il n'est pas son élève direct. Lefebvre d'Étaples a d'abord traduit la Bible de la Vulgate en français. D'ailleurs, dans une langue française très latinisante, qui décalque en fait le latin. Et donc là, il y a un véritable problème, c'est qu'il va falloir que la langue française devienne capable de se constituer comme langue, je dirais sacrée, à son tour sacrée, comme l'avait été le latin, la Bible en latin, par rapport à l'hébreu et au grec. Et c'est ce qui va se faire autour de Calvin, effectivement. C'est-à-dire se donne les moyens, pour le vocabulaire, la syntaxe, le style, de rendre de manière exacte, vraisemblable, enfin, acceptable, cohérente, et en fonction des exigences humanistes, de fidélité au texte source, de rendre tout cet univers de la Bible qui est en fait une bibliothèque, avec des textes très divers. Bien sûr. Alors les textes originaux de la Bible sont en hébreu pour ce qui est de l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau. Quand Erasme traduit, d'abord publie en grec le Nouveau Testament, puis le traduit en latin, c'est une véritable révolution. Expliquez-nous pourquoi, parce que pour l'Église en place, effectivement, il y a des différences. Mais bien sûr, parce que la traduction de la Vulgate qui date du IVe siècle, donc les évangiles, si vous voulez, puis tout le Nouveau Testament, il y avait donc une version latine canonique reçue en Occident, et elle véhicule évidemment un vocabulaire, notamment, et une version aussi du texte, en fait, qui est datée du IVe siècle de notre ère. Et Erasme lui explique, et c'est typiquement humaniste, oui, mais si je reviens au texte original qui est en grec, et que je le retraduis moi maintenant en latin, je n'obtiens pas le même texte, pas exactement le même texte latin. Et il y a des choses considérables qui changent. Je prendrai le début de l'Évangile selon saint Jean, qui dit en grec au début était le verbe, anarchein logos. La Vulgate traduit verbe par verbum, c'est là qu'on a le verbe, et Erasme traduit en latin par sermo. Et sermo, ça veut dire le langage. Et au début était le langage, ce n'est pas la même chose qu'au début était le verbe. Parce que le langage, c'est quelque chose que vous et moi, nous pratiquons. Ce n'est pas une notion théologique, c'est une notion linguistique et humaine. Et Erasme veut signifier par là, et c'est ce que signifie aussi le logos en grec, c'est la conversation. Il veut dire par là que l'incarnation du verbe, c'est la grande doctrine chrétienne, est une véritable incarnation d'une parole qui s'adresse à l'homme. Ça change tout. C'est juste sur un mot, mais tout change. Ça a d'ailleurs fait scandale. Effectivement. Et ce n'est pas plus faux que verbum. Ce n'est pas plus juste, mais ce n'est pas plus faux. Monsieur Anotte a l'habitude de ces choses-là. Il nous en dira un mot. Ces grandes nuances qui changent tout, effectivement.
L'œuvre littéraire de Calvin s'inscrit donc évidemment dans ce contexte et ce grand mouvement de vulgarisation des textes et des questions théologiques. En 1536, il publie sa grande œuvre, j'ai envie de dire, hein, la première édition de son Christianae Religionis Institutio, institution de la religion chrétienne. Alors, institution étant pris en le sens de l'exposé didactique. Hein, Voilà, il n'y a pas du tout l'idée de fonder une église. Hein. Institution, c'est un mot de pédagogie qui veut dire exposé didactique pour communiquer, transmettre un savoir à des élèves. Alors, il va se traduire lui-même, c'est là qu'est encore la grande révolution, si j'ose dire, en 1541, du latin vers le français, faisant accéder la langue française à ce statut de langue des idées qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il ne suffisait pas de posséder les deux langues pour arriver à un tel résultat, il fallait le génie de Jean Calvin. Oui, bien sûr, parce que le français n'avait pas été jusque-là capable de cela. Il existait comme langue de culture poétique, au théâtre, dans la narration, le roman, c'est une merveilleuse culture littéraire, mais il ne s'était pas encore constitué comme une langue dans laquelle des penseurs contemporains exposaient directement des idées intellectuelles, philosophiques, théologiques et autres sophistiquées. Parce qu'une langue s'affine, se construit, évolue, s'enrichit et est capable de certains registres et moins d'autres. Et Calvin fait accéder le français, disons, bien sûr qu'il y avait des textes d'idées avant Calvin, mais il nous semble, après, quand on lit Calvin, les œuvres antérieures dans ce domaine nous semblent brouillonnes et un peu obscures, à vrai dire. Et Calvin, lui, impose, par son génie créateur et linguistique, il impose une langue française des idées, de l'exposé et de la discussion des idées, qui est lumineuse, immédiatement compréhensible, même pour un public qui n'a pas fait d'études de type universitaire. C'est-à-dire que Calvin a il faut le dire, un génie, je dis parfois même qu'il a un sens mystique de la langue. Il a trouvé non seulement le vocabulaire, mais la syntaxe, le rythme des phrases, et aussi la manière de procéder de manière générale, d'exposer des idées qui peuvent satisfaire à la fois les savants, mais cette fois-ci dans la langue maternelle, et qui sont accessibles à un public non lettré, disons qui sait lire, sans être très sophistiqué sur le plan intellectuel, sans avoir fait d'études supérieures, on dirait aujourd'hui. Et donc, il ne sacrifie aucun des deux publics, bien que le français devient une langue capable, chez Calvin déjà, d'élaborer alors des ouvrages nouveaux, pas traduits, mais des ouvrages entièrement nouveaux comme langue intellectuelle. C'est-à-dire une langue dans laquelle on peut à la fois penser et écrire des thèmes qui jusque-là étaient pratiquement réservés au latin de l'université. Alors, certains humanistes ont pu manifester un certain mépris vis-à-vis de la langue française. Ça n'a jamais été le cas de Calvin. Il ne s'en est pas juste servi comme un moyen de diffusion. Il y avait un respect pour cette langue également. Bien sûr. Alors, bien sûr, Calvin s'inscrit dans un contexte de promotion. Hein. Il n'a pas tout inventé. L'idée de la promotion de la langue française, c'est un programme déjà un peu ancien, mais qui triomphe sous François Ier. Donc, dans ces décennies-là, 1520, 1530, 1540, le roi lui-même, François Ier, fait traduire en français, et sa sœur, Marguerite de Navarre, très importante aussi, fait traduire en français énormément de choses. Platon, il s'agit de transposer en français, dans la langue française, un maximum des œuvres philosophiques, historiques, mais aussi parfois poétiques de l'Antiquité. Donc, c'est un objectif de politique culturelle dans le cadre d'une monarchie dans laquelle la langue, le français, est la langue du roi. Ce n'est pas la langue des Français. Beaucoup de Français ne parlaient pas français. Ils parlaient des dialectes. Et dans le midi de la France, ils parlaient des dialectes occitans. Mais c'est la langue du roi. Donc, il y a un enjeu de prestige politique énorme dans cette affaire. Et donc, Calvin s'inscrit dans ce contexte. Il n'est pas le seul, mais à sa manière, son apport à lui, c'est cette promotion d'un français langue, prose des idées. Alors, institution de la religion chrétienne va connaître un succès retentissant, d'autant plus qu'à cette époque, l'imprimerie permet la diffusion des idées. C'est un grand atout dans la réforme, le développement de la réforme. Bien sûr. Alors, la réforme n'aurait pas donné le protestantisme s'il n'y avait pas eu le livre imprimé. Elle serait sans doute devenue, comme beaucoup de mouvements contestataires et hérétiques du Moyen-Âge, une secte au sens pas du tout péjoratif, hein, mais disons un mouvement très local sur le plan géographique et dans la durée.
mais elle a pu s'imposer assez largement dans certains pays parce que d'abord Luther et ensuite Calvin, qui appartient à la seconde génération, ont parfaitement saisi l'enjeu du livre imprimé, qui était la grande nouveauté depuis quelques décennies en Occident. Et ce sont des gens, Calvin d'ailleurs est un amoureux du livre, il aime les livres bien imprimés. Il a fait venir à Genève les plus grands imprimeurs parisiens qui étaient passés à la réforme protestante, et il les a fait venir s'installer à Genève pour disposer sur place de gens capables d'imprimer de beaux livres. Il aimait même le livre matériellement, on le voit, quand un livre est mal imprimé, avec de mauvais caractères, de mauvaises mises en page, il est très mécontent. Et là, donc il a fait venir des gens comme Conrad Badius ou les Estienne, la famille Estienne, qui est les plus grands imprimeurs, qui sont les imprimeurs du roi, soit Henri de la France de l'époque, pour mettre en œuvre une politique d'impression et donc de diffusion massive de ces idées à travers le livre imprimé. En fait, la diffusion de ces idées réformatrices à travers la prédication se double d'une diffusion par le livre imprimé, en sachant que le livre imprimé, c'est la grande affaire commerciale et capitaliste même du moment à cette époque en Europe. On va reparler dans un instant de la diffusion de toutes ces idées à travers l'Europe. Wilfred Owen Xavier Anot est né en 1893 à Oswestry en Angleterre dans une famille modeste, et la vocation de poète il l'a assez tôt, contrairement à la vocation de Va-t-en-Guerre, il en est très très loin, et pourtant il va s'engager en 1915 et se retrouver sur le front de la Somme en 1917. Il est tué le 4 novembre 1918 à l'âge de 25 ans sur le canal de la Sambre qui traverse le village d'Ors dans le Cambrésis. C'est 7 jours avant l'armistice. Il a passé 36 mois sous les drapeaux, dont 3 sur le front. 5 poèmes sont publiés seulement de son vivant, mais il en laisse environ une centaine. Vous êtes en association avec Benjamin Dussert, votre double fictif qu'on aura l'occasion, je pense, d'évoquer tout à l'heure, le traducteur de ce recueil est Chaque lent crépuscule de Wilfred Owen, une édition bilingue de 40 poèmes et une quinzaine de lettres, paru au Castor Astral en 2001 et enrichi en 2012. Comment est né chez vous le désir périlleux de traduire Wilfred Owen? Oh, c'est l'aboutissement d'un long cheminement. Parce qu'en fait, j'ai commencé par traduire des auteurs flamands, flamands et néerlandais d'ailleurs. Vu que par ma formation, je suis ce qu'on appelle en Belgique un philologue, un germaniste. Mais paradoxalement, le germaniste n'inclut pas nécessairement l'étude de la langue allemande. Moi, il se fait que j'ai étudié le néerlandais et l'anglais, enfin, principalement l'anglais. Et donc, en fait, un beau jour, c'était en écoutant le War Requiem de Benjamin Britten, je me suis dit qu'il y avait là-dedans une poésie qui venait compléter la messe, enfin le requiem classique, de manière assez étonnante. Et ça a été ma rencontre avec Wilfred Owen. Parce que Wilfred Owen n'est pas nécessairement enseigné dans les cursus universitaires, tout simplement parce que la littérature anglaise est déjà assez riche. Si on veut partir de Beowulf et arriver chez les contemporains, bon, il est bien évident que tout le monde doit faire un choix. Mais en fait, Owen avait véritablement une place à part. Et davantage qu'être un poète dont la vie se confond avec l'œuvre, puisque d'une certaine manière, c'est la guerre qui lui a donné une voix, mais c'est la guerre qui la lui a reprise. Ce qui m'a surtout étonné, en tout cas lors de ma première rencontre avec ce poète, enfin, de la rencontre à travers évidemment la poésie, c'était justement la qualité strictement poétique de ces vers-là. Or, justement, et là, la biographie revient à l'assaut, et on se dit, mais comment est-ce possible qu'un garçon qui meurt à 24 ans, qui a toujours voulu faire des études universitaires, mais ses moyens ne le lui permettaient pas, arrive en si peu de temps à une telle maîtrise de la langue anglaise? Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas de réponse, et je ne pense pas qu'aucun critique l'ait, parce que là, il y a quelque chose qui vient de, je sais pas, pour ça, le génie, l'inspiration, que sais-je encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas logique d'une certaine manière. Et donc, cette rencontre-là, donc, est venue assez tard, en ce sens que moi, j'ai toujours pensé que la poésie était intraduisible. Et c'est à mesure que M. Millet justement fait allusion à la chose, c'est qu'en fait, je crois profondément que mes traductions de Wilfred Owen sont beaucoup plus des adaptations
que des traductions au sens strict du terme. Je crois qu'en poésie, l'adage se vérifie, hein, traductor et traditore, en sens que la fidélité, ben, il y a toujours un choix à faire en poésie. Il y a le choix à faire entre la forme et le fond. Vous allez toujours en perdre d'un côté ou de l'autre. Et donc là, il faut essayer de pratiquer, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est une sorte de mix le plus instinctif, le plus personnel, mais aussi le plus honnête surtout. Enfin, l'honnêteté, évidemment, se définit par rapport à l'individu qui la pratique, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, la question que je me suis posée, au moment où je me suis attaqué à cette œuvre qui est par définition très difficile à traduire, c'est, puisque Owen était lui-même devenu un francophile, puisqu'il a passé quand même une part non négligeable de sa vie à Bordeaux, comment aurait-il écrit ça en français d'une certaine manière, ce qui comporte évidemment une part d'absurdité, puisqu'il n'a pas écrit en français, même s'il a fréquenté des poètes comme Taillade et des gens comme ça, sa langue, c'est bien l'anglais. Et donc, toute ma démarche a été orientée par ça. Alors, vous savez, il y a toutes sortes de pratiques et de petits trucs, il ne faut pas avoir peur de dire, qui vous permettent d'une certaine manière de tricher, parce qu'il faut tricher. Donc, par exemple, vous savez que vous allez perdre la rime, par exemple, mais aussi il y a un procédé qui est très typique de la versification d'Owen, en anglais on appelle ça la para-rhyme, mais en français je pense que c'est la rime consonantique. C'est-à-dire que c'est, ou des demi-rimes si vous voulez. Il est bien évidemment que ça, qui donne pourtant une couleur et un son très particulier au vers anglais, en français c'est perdu. Donc d'une certaine manière, il faut pratiquer à des déplacements. Donc, par exemple, plutôt que la rime, vous essayez plutôt de faire des allitérations ou des rimes internes, chaque fois que vous le pouvez. Donc voilà, et ce qui fait qu'une traduction de poésie, sauf si c'est du texte libre ou du vers blanc, par exemple, et encore, hein, parce qu'il y a aussi la scansion, ça, bon, on va rentrer dans la cuisine interne de la chose, mais il est bien évident qu'on va toujours perdre une partie. Je crois qu'il faut s'y résoudre. C'est toujours un déchirement, et c'est ce qui fait qu'une traduction, bon, déjà, en général, les traductions vieillissent plus vite que les originaux. Bon, c'est assez paradoxal, surtout si vous traduisez 50 ans après la mort de l'auteur en question, mais c'est on ne peut plus vrai. Et c'est pour ça qu'on ne peut que se réjouir que j'ai constaté dernièrement que d'autres traducteurs de poésie s'attaquaient au vers d'Owen, et tant mieux. On n'est jamais propriétaire de l'œuvre qu'on traduit. Et je crois qu'il faut toujours garder, et ça c'est, je pense, la devise du traducteur. Hein. Bon, étant romancier moi-même, donc je sais où tracer la limite, mais c'est qu'il faut garder une certaine humilité par rapport au texte. Moi, je dirais même humilité par rapport à votre propre texte, d'ailleurs aussi, mais ça bon, l'ego des écrivains étant ce qu'il est, bon, c'est toujours une menace qui plane, bien sûr. Le traducteur peut en être menacé lui aussi, je pense. Il faut être au service du texte et oui. en garder l'esprit et pas se faire briller, si j'ose dire, soi-même. Tirer la couverture, enfin, il y a toutes sortes d'expressions qui peuvent rendre compte de ce phénomène, hein, qui est un phénomène bien réel, hein, qui est à peu près inévitable. Hein. Je crois que même dans le subconscient, c'est quelque chose qui vous pend au nez. Vous parliez de deuil en quelque sorte hein, à l'instant par rapport à la traduction, ce que Paul Ricoeur, le philosophe, explique dans ses conférences sur la traduction. Je cite, en traduction aussi, il est procédé à un certain sauvetage et à un certain consentement à la perte. C'est d'abord une affaire de renoncement, renoncer à la traduction absolue en quelque sorte. En tout cas, en poésie, je pense vraiment que c'est mission impossible. Et certainement, très certainement, quand on passe d'une langue, par exemple d'une langue germanique à une langue latine. Peut-être, je ne suis pas assez connaisseur, par exemple, de l'espagnol ou de l'italien par rapport au français, peut-être que là, les affinités étant plus grandes, peut-être que les passerelles techniques sont plus évidentes. Mais je peux vous assurer que pour passer, par exemple, d'une prose néerlandaise, ce que j'ai pas mal fait dans ma carrière, vers du français, vous êtes obligé, par exemple, d'élaguer pour des raisons, mais vraiment d'une base technique. Hein, vous savez, en néerlandais, pour dire maintenant, on dit nu, c'est 2 lettres, NU. En français, c'est maintenant. Bon,
ça fait déjà 3 syllabes. Ben, il est clair qu'en néerlandais, si vous mettez des nus partout, vous n'alourdissez pas votre phrase. Tandis que si vous traduisez ça, mais ça devient pachydermique. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'anglais, évidemment, va vers plus de concision. Enfin, ça dépend encore des auteurs. Évidemment, la concision et le français ne font pas toujours un excellent ménage. Bon, évidemment, il y a des contre-exemples, ça c'est évident, mais la difficulté est là. C'est-à-dire qu'on est dans des découpages de champs lexicaux qui ne sont pas nécessairement les mêmes, nous sommes dans des polysémies qui n'existent pas dans l'autre langue. Donc, vous voyez, hein, les obstacles et les choses trappes ne manquent pas, mais c'est ça qui rend aussi la chose passionnante. Et c'est ça qui réclame du traducteur qui devient quelque part un interprète plutôt qu'un traducteur d'ailleurs, au sens musical du terme, hein, d'y apporter une sorte de créativité subsidiaire. Moi, c'est ce que j'appellerais une créativité subsidiaire, qui est la trahison pour certains, qui, enfin, en tout cas dans la vision que je peux en avoir, est plutôt une tentative de sauvetage, de sauvetage, par exemple, d'une musicalité qui sera de toute façon soit perdue, soit légèrement transformée. Alors, pour entrer quand même un tout petit peu dans votre cuisine, Xavier Hanotte, est-ce que vous auriez l'exemple d'un passage chez Owen qui vous a donné du fil à retordre particulièrement, ou au contraire, où vous avez eu des trouvailles providentielles? Oui, et en plus, il ne faut jamais oublier que Wilfred Owen n'a jamais fait une revision complète de ses poèmes. Donc, il y a toute une série de poèmes dont on peut toujours hésiter, s'agit-il d'une forme définitive ou pas. Donc, il y a certains poèmes qui nous paraissent plus ou moins achevés, ou pour certains, on peut y trouver des passages qu'on peut suspecter d'être mal finis. Et bon, par exemple, il y a un des plus grands poèmes de Wilfred Owen, ça a pour titre Strange Meeting, étrange rencontre, qui, bon, pour résumer si un poème est résumable, c'est la rencontre au-delà de la mort de 2 soldats qui se sont tués l'un l'autre. Et alors, il y a un passage là-dedans, avec notamment des mots comme le verbe trekking, qui vient en fait du sud-africain. Faut voir qu'on n'est pas encore loin de la guerre des bourgs, hein, donc Owen est aussi quelque part de son temps, et qui fait, en traduction française, je ne saurais même pas vous citer le verbe en question, mais en fait quelque chose de lourd, que moi-même je n'aime pas relire. Pourtant, c'est un de mes poèmes préférés. Donc voilà, on est toujours confronté aux limites de sa langue, de sa propre langue, ça c'est clair, et à vos propres limites de traducteur aussi. Hein. Donc en fait, c'est presque, je dirais que la traduction, c'est presque un steeplechase permanent. Wilfred Owen appartient au groupe des War Poets, hein, en tant que témoin. Oui, ça c'est un débat. Témoin révolté, on peut dire, mais on ne peut pas le réduire à ça. Non. Ouais. Le problème d'Owen, c'est que chacun a son Wilfred d'une certaine manière. Alors, il y a beaucoup d'explications à cela. Hein. Par exemple, le fait qu'il soit mort à 24 ans et que, pour connaître sa biographie, nous sommes tributaires de quelques témoignages et aussi d'une correspondance qui, malheureusement, a été censurée par son petit frère Harold, donc qui a joué des ciseaux et de l'encre de Chine, ce qui fait qu'il y a des trous notables qui subsistent dans sa biographie. Donc, à partir de là, pour certains, le portrait de Wilfred peut pencher d'un côté ou de l'autre. Moi, par exemple, je pense très franchement que Wilfred Owen n'est pas réductible effectivement au poète anti-guerre. Je crois surtout, et même en ordre principal, que c'est un poète dont le côté élégiaque et dont le lyrisme sont peut-être plus importants que son discours anti-guerre, qui lui, à mon avis, est plus inspiré par quelqu'un comme Siegfried Sassoon ou Robert Graves, qui sont des gens qu'il a rencontrés, qui l'ont encouragé, parce que bon, il faut savoir aussi que Wilfred Owen avait une grande capacité d'admiration, quand on a 24 ans, pourquoi pas, hein, et que d'une certaine manière, le simple fait qu'on ait pu lui dire un beau jour Wilfred le poète,
il faut voir dans sa correspondance la joie que ça lui procure. Donc, c'est un petit peu comme si c'était Noël ou Saint-Nicolas pour lui. Donc, il y a chez lui c'est quelqu'un qui est encore en train de se faire. Et donc, je pense qu'il y a des endroits où, en fait, il se raccroche à ce qui se fait autour de lui. Et il adopte parfois même des comportements qui sont des comportements qu'il trouve intéressants, mais qui ne sont peut-être pas les plus originaux ou les plus personnels qui soient. Donc voilà, donc Wilfred, c'est quelqu'un qui était en train de se faire, mais qui a eu cette espèce de chance énorme de produire une vingtaine de poèmes qui peuvent être lus comme s'ils avaient été écrits hier, très franchement, avec enfin, à la fois une technique et une émotion qui sont difficilement surpassables. Alors évidemment, le problème de Wilfred Owen, c'est le problème que connaissent beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a beaucoup été enseigné dans les écoles, il y a toute une frange de lecteurs qui, oh mon Dieu, Wilfred Owen, ça leur rappelle l'époque où ils étaient collés, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut parfois être un petit peu victime de son succès, alors que Wilfred Owen, en fait, est revenu, j'ose même pas dire à la mode, plutôt dans les années 60, dans le sillage de la guerre du Vietnam, par exemple. Et ce qui d'ailleurs aussi alimente cette espèce de malentendu qui ferait d'Owen exclusivement un poète anti-guerre et contestataire. Il faut quand même se souvenir que cet anti-guerre contestataire a quand même choisi de revenir en 1918 alors qu'il aurait pu trouver sans problème, puisqu'il avait eu un grave problème donc il avait été soufflé par un obus, il en avait gardé certaines séquelles. Il aurait très bien pu se débrouiller pour rester sur le continent, mais il partait du principe que s'il voulait faire l'avocat des troupes qu'il aimait défendre et qu'il aimait aussi commander, puisque c'était un officier, il ne faut pas l'oublier, il valait mieux pour lui de retourner sur le continent, ce qu'il a fait, au point de mourir 7 jours avant l'armistice. Ce qui fait aussi quelque chose de fascinant dans sa biographie. Hein. C'est vrai que quand vous apprenez que ce poète-là est mort le 4 novembre 1918, ça a quelque chose comme une illustration d'une terrible ironie. Et la dernière lettre de Wilfred Owen, l'annonce de sa mort plutôt, elle l'a eue quand les cloches sonnaient l'armistice, en fait, à ce moment-là. La légende est presque trop belle, mais elle est plus que probablement exacte. C'est une déduction qui a été faite. Il n'y a pas de témoignage de la mère de Wilfred en ce sens, mais il est très probable que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, oui. Olivier Millet, pour revenir à Jean Calvin, qui est un écrivain très prolifique, hein, il écrit donc au départ en latin, se traduit lui-même en français, puis il va devenir un écrivain d'expression française aussi pour certains de ses textes. Quel type de texte ? Alors, quand il écrit directement en français, une langue à laquelle il s'est en quelque sorte habitué, qui était sa langue maternelle, mais pas comme penseur et écrivain. C'était maternelle, c'était une langue pour lui comme enfant, adolescent, et puis comme pour la plupart des adultes de ce milieu-là qui sont tout à fait bilingues, c'était plutôt la langue des rapports sociaux immédiats, de l'affectivité, de la vie quotidienne. Donc il devient bilingue sur le plan intellectuel et littéraire, et il va écrire directement en français, effectivement, des ouvrages, plutôt des traités ou des pamphlets, dans certains cas, donc liés à l'actualité, liés à une actualité, et qui s'adressent à un public non lettré, puisqu'il l'écrit directement en français, mais avec les mêmes moyens qu'il a utilisés, les mêmes moyens linguistiques, rhétoriques, qu'il a utilisés quand il écrit en latin, et donc quand il se traduit en français à partir du latin. C'est-à-dire dans le même type de prose d'idées en réalité. Mais ce sont des ouvrages plus courts et aussi un peu plus proches, où la rhétorique n'est pas la même, parce qu'il s'adresse tout de même sur des questions d'actualité immédiatement à un public entre guillemets populaire, c'est-à-dire universel, disons. Populaire veut dire universel, hein. N'a pas de sens tout à fait sociologique. Donc, les phrases peuvent être plus courtes, l'expression des idées plus directe, et surtout, le ton et le style sont plus vifs. Par exemple, on va trouver immédiatement des proverbes français, des tournures comiques, etc. Ces ouvrages-là, donc des traités, des courts traités ou des pamphlets, ensuite, il les fait traduire en latin,
parce qu'il estime que ça fait partie aussi de son œuvre et de sa pensée. Ils sont donc diffusés dans toute l'Europe en latin, alors qu'ils ne sont diffusés dans les milieux francophones, notamment en France, ou dans ce qu'on appelait les Pays-Bas, hein, à l'époque, en gros la Belgique actuelle. Là, ils sont diffusés en français, bien sûr. Mais la diffusion latine a une autre ampleur géographique, parce que le latin, c'est l'autre trait dans cette langue, c'est que c'est à l'époque une langue internationale. Donc voilà, ce côté bilingue qui fait se rejoindre les deux langues dans leur capacité expressive, mais avec deux publics distincts selon que Calvin écrit d'abord en latin, puis se traduit lui-même en français, ou écrit directement en français et fait traduire en latin. Ce sont deux publics un peu différents, mais qui se rejoignent, car c'est la même pensée, le même univers de représentation, et dans le fond, le même langage, dans deux langues différentes. Quel impact le fait que Jean Calvin soit un écrivain de l'exil, hein, puisqu'il Oui. quitte la France assez tôt et il va mourir à l'extérieur de France, Oui. quel impact sur son rapport à la langue française et dans son travail de diffusion justement de ces idées de la Réforme? Alors, je crois que d'abord, l'exil à Genève, où l'on parle dans la vie quotidienne un dialecte, le franco-savoyard, qui est un dialecte intermédiaire entre le français et l'occitan, plus proche du français que de l'occitan, mais qui est très nettement un dialecte. Et c'est la vie quotidienne, mais aussi les institutions. Quand Calvin est convoqué devant le conseil des autorités politiques de la ville, lui, il parle français, mais entre eux, ils parlent leur dialecte. Voilà. Alors lui, il apporte une compétence à ces gens-là, qui viennent de fonder leur république autonome, qui se sont dégagés de la coupe de l'évêque, et qui doivent donc, l'élite, qui est essentiellement une élite de commerçants, hein, c'est une république aristocratique, si vous voulez, avec un contrôle démocratique tout de même. Cette nouvelle république, elle a besoin de se doter d'une culture pour exister, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. D'ailleurs, elle existe toujours, on dit toujours canton et République de Genève. Elle a besoin de quelqu'un comme Calvin qui maîtrise la langue. D'abord parce qu'il est juriste, elle a besoin d'un juriste, parce qu'elle devait mettre sur pied ce qu'on appelle nous aujourd'hui une constitution. Et là, Calvin était l'expert, si vous voulez, pour les aider. Et Calvin, lui, leur parle en français à ces gens-là, ils comprennent parfaitement, bien sûr, hein, et il apporte ces compétences qui permettent à cette élite de se construire la fondation du Collège de Genève, où on va former justement la future élite, qui va devenir ensuite, avec la phase... la sphère supérieure, l'université, l'académie en 1559. Donc Calvin, c'est l'homme qui permet à la République de Genève de se construire comme nouvelle entité politique. Alors, son rapport à la langue française, évidemment, a dû être raffermi par cette expérience, je dirais, locale et presque dialectale, hein, puisque lui, quand il écrit en français, c'est pour le public le plus universel possible, aussi bien les Picards que les Français, si vous voulez, de la région parisienne, que les Occitans, mais qui savent lire le français, que le public des Pays-Bas de langue française, etc. etc. Donc, sa langue française est standardisée, en fait. Elle présente très, très, très peu de picardisme, par exemple. Alors qu'on a, à cette époque, en France, une valorisation chez les poètes des dialectes, et chez les prosateurs, on rencontre assez vite des traces de dialecte ou de dialectisme. Ça, absolument pas chez Calvin. C'est-à-dire que sa langue standardisée, elle est standardisée parce qu'il la standardise. Calvin met sur pied le français moderne dans le domaine de la prose d'idées. Donc, il y a là un processus d'abstraction par rapport aux pratiques quotidiennes qui étaient forcément, sauf peut-être autour de Paris et encore, dialectales dans la France de l'époque, et qui n'existaient comme langue standardisée qu'au niveau de la cour, où là, la cour, on afflue de toute la France, voire de toute l'Europe, pour parler un français standardisé, là, par des usages sociaux d'une élite. Où le français standardisé était celui des juristes, la langue du droit, qui se dit dans le français du roi, des parlements, des cours de justice, des avocats, etc. Ce sont les deux lieux possibles de standardisation avec la littérature elle-même, depuis le Moyen-Âge. Et Calvin met sur pied donc une prose d'idées, je dirais standardisée, c'est-à-dire avec la même capacité, je dirais, de rayonnement, de compréhension immédiate, universelle, sans des limites géographiques, sociologiques, etc. C'est un des traits d'ailleurs de la langue française moderne qui va le renforcer au XVIIe siècle avec l'invention du français classique, qui lui va éliminer des tas de choses de cette langue du XVIe siècle qui est très très riche. Le français classique au XVIIe siècle va épurer, simplifier
Ça ne veut pas dire appauvrir, hein, mais va cultiver d'autres qualités, la grâce, le naturel, l'illusion quand on lit, de lire quelque chose d'oral, etc. Ça, c'est les qualités du français classique, tout en restant une langue de la clarté, ce que Calvin en avait déjà fait au XVIe siècle, de la communication apparemment facile et immédiate des idées les plus complexes. Alors, voilà la place de Calvin dans ce processus. Donc, vous voyez, c'est vraiment la création d'une langue, en fait. Calvin n'est pas le seul, mais dans son rayon, il a un rôle majeur. Alors, le vocabulaire juridique qu'on trouve dans les textes en français de Calvin, on pourrait croire de notre point de vue qu'ils font référence à une élite, enfin qu'ils s'adressent à des gens initiés. Or, pas du tout au XVIe siècle. Pas du tout, parce que dans une situation de polylinguisme et de dialecte, comme était la France de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle, où, dans le fond, qu'une partie minoritaire de la population maîtrise ce que nous appelons la langue française. Il y avait tout de même un langage qui était compris par tout le monde. C'est le langage, pas dans sa technicité, mais comme langage sociologique, c'est le langage du droit. Pourquoi? Parce que quand vous êtes paysan et que vous allez chez le notaire pour répartir vos biens à votre mort entre vos enfants, ou que vous êtes commerçant et que vous devez faire un contrat pour embaucher un collaborateur ou investir dans l'entreprise du voisin, ou quand vous, etc., etc., il faut utiliser une langue précise qui ne donne pas lieu à contestation. Donc, une langue relativement technique, précise, uniforme, et qui sera constante dans les décennies, voire les siècles. Sinon, là aussi, ça ne marcherait pas. Et c'était ça, la langue du droit en français. Et le français, c'était, je rappelle, la langue du roi. Et vous savez, c'est bien connu, hein, avec à Villers-Cotterêts, vous avez donc une ordonnance de François Ier qui décide que le langage maternel français deviendra la langue unique, non seulement de toutes les juridictions royales, parce que dans le midi de la France, on était tenté de continuer à cultiver soit le latin, soit même des dialectes occitans, mais même dans tous les actes notariés, c'est-à-dire des actes privés, mais qui ont un statut officiel. Donc la langue du roi s'impose. Et cette langue, elle était comprise de tout le monde parce que c'est la langue absolument nécessaire à l'organisation d'une société assez sophistiquée, où il y a des couches sociales différentes, des activités très nombreuses, et qui reposent ultimement sur le droit. Et Calvin, qui est juriste, a parfaitement compris cela, et donc, ce n'est pas qu'il farcit son style de termes juridiques, mais il les emploie volontiers pour faire passer des notions, parfois philosophiques ou théologiques, qui seront ainsi immédiatement comprises par son public, et dans des doctrines parfois originales chez lui et assez sophistiquées, oui. Ça ne veut pas dire que cette langue juridique est étrangère à la Bible, parce que la Bible elle-même est bourrée de langage juridique, mais qui vient de l'hébreu, qui a été transcrit en latin puis en grec. Donc, il peut y avoir une rencontre de ces deux langages juridiques. Mais la langue juridique est très importante pour Calvin. Oui. Alors, son ouvrage Institution de la religion chrétienne, il va le faire évoluer pendant une vingtaine d'années, hein, soit pour faire évoluer la langue, soit pour préciser son propos, enrichir ses idées également. Vous avez proposé une édition de ce texte en 2 volumes chez Drose en 2008. Pourquoi avoir choisi la version de 1541 plutôt que la version datée de 1559-60 qui est la dernière? Alors, Calvin, effectivement, a constamment réécrit son œuvre, c'est une de ses principales œuvres. Il a constamment réécrite pour tout simplement préciser et développer sa pensée. Bon. On est passé d'un ouvrage in octavo, c'est-à-dire pas très épais, pas très gros, à quelque chose de considérable, qui en général était plutôt un in quarto, voire un in folio quand on l'imprimait en caractères assez grands à la fin. Et réécrivant son ouvrage toujours en latin, chaque fois il donne une nouvelle version française de la nouvelle version latine. Alors, jusqu'à la dernière version, jusqu'à l'avant-dernière version, il corrige assez peu son français précédent, c'est-à-dire qu'il l'ajuste un peu en fonction de l'évolution de la langue. Mais la dernière version française de son institution chrétienne, donc traduite par lui sur la dernière version latine, il se met à la réécrire entièrement en français. Il n'a d'ailleurs pas achevé ce travail et après il a continué avec du collage des versions, mais il l'a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a senti que la langue française évoluait énormément. Donc on passe en gros de 1540 à 1500, fin des années 1550. Donc en 20 ans, la langue française a énormément évolué. Et Calvin
perçoit ces évolutions, mais il ne s'agit pas simplement de se conformer à une évolution. Il les capte plutôt et il adopte dans ces évolutions ce qui va dans le sens en fait du français moderne, de ce que deviendra le français moderne au XVIIe siècle. Il l'anticipe même souvent d'ailleurs sur le plan grammatical ou lexical, le français moderne. Et donc il réécrit son texte. Parce qu'il avait ce sens tout à fait étonnant de la langue française. Hein. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai choisi la première version? Parce elle est assez proche du latin encore. C'est un français encore assez proche du latin. Hein. Un peu raide, si vous voulez, donc à cet égard. Mais déjà, c'est un français tout de même moderne. Mais à la différence de la dernière version, il y a là une sorte de fraîcheur. C'est-à-dire que c'est l'œuvre pionnière. C'est là que pour la première fois, des idées philosophiques et théologiques aussi complexes sont exprimées avec bonheur en français. Et d'autre part, c'est une version qui est moins pesante, puisqu'elle est moins augmentée, moins technique, beaucoup moins technique sur le plan théologique. Donc, elle s'ajustait immédiatement au public initial de Calvin, qui en français n'était pas celui des théologiens, mais tout simplement des lecteurs capables de lire en français. Voilà. Et donc, il y a là une sorte de fraîcheur, de verdeur de sa langue française qui me semble plus intéressante pour un public aujourd'hui qui n'est pas un public de théologiens. Les théologiens continueront d'aller voir la dernière version, voire la version en latin. Mais un public qui s'intéresse à la langue française, qui veut voir comment cette pensée a émergé pour la première fois en français, c'est cette version-là qu'il faut qu'il aille voir. Est-ce que les écrits tardifs de Jean Calvin témoignent d'une véhémence plus importante, au regard notamment du parcours qui a pu être le sien? Oui, je pense. Calvin a rencontré toutes sortes d'obstacles, d'adversaires aussi. C'est un homme du combat. Hein. C'est un homme aussi qui aime pas parce qu'il aurait un tempérament peut-être hargneux. Presque tous les humanistes sont des hommes de combat et adorent les controverses et les disputes. Ça, c'est un trait culturel commun pas tous, mais à la plupart des humanistes. Il a rencontré tout de même beaucoup d'adversaires, y compris à Genève. Et donc, il est devenu quelqu'un qui était tout le temps soit sur la défensive, soit sur l'offensive. Et ça se ressent dans la dernière version, même par des traits stylistiques, à vrai dire. Hein. Et là aussi, la version de 1541 me semble, de ce point de vue, pas irénique, parce que c'est un texte de combat, hein, un texte de confession de foi et de contestation, mais me semble plus fidèle à une certaine élévation de la pensée et moins soumise à des emportements du tempérament de l'écrivain. Qui sont peut-être liés à des enjeux politiques, peut-être plus importants. Xavier Hanotte, avant de prétendre être traducteur, sans doute faut-il être un bon lecteur, alors de l'œuvre à traduire bien entendu, mais d'autres qui peuvent l'éclairer. Vous connaissez très bien la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui traverse aussi votre œuvre de romancier. Plusieurs de vos livres y sont consacrés, comme De secrètes injustices ou Derrière la colline, qui sont parus chez Belfond. Connaître précisément ce contexte, c'était selon vous une condition sine qua non pour pouvoir traduire Wilfred Owen? Je ne sais pas si c'était une condition sine qua non, mais pour moi, oui. La poésie a beau avoir une portée qu'on peut dire universelle, il n'en est pas moins vrai qu'elle naît à partir d'un certain contexte, et qu'à partir du moment où le contexte est précis et évoqué, tant qu'il peut subsister quelques personnes qui connaissent encore ce contexte, au moins pour ne pas perdre ces lecteurs-là, je crois qu'il est très intéressant de faire preuve de rigueur. Maintenant, en poésie, c'est sans doute moins important qu'en prose, par exemple. Hein, ça, c'est... Bon, je vais prendre un exemple. Hein, vous savez, pour mon éditeur Belfond, j'ai dû relire une traduction du serbo-croate, mais je ne connais pas le serbo-croate, rassurez-vous. D'ailleurs, maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus que du serbe et du croate, paraît-il. Et je me suis rendu compte que le traducteur, lui, bon, probablement très jeune, ou enfin, peu importe, la jeunesse n'est pas un handicap, mais là, c'en était un, parce que visiblement, il confondait, vous savez, par exemple, il ne faut pas confondre une mitrailleuse et une mitraillette. Ça, c'est le niveau basique, voyez-vous, pour savoir de quoi on parle. Donc oui, c'est
intéressant de connaître ce contexte, mais ce n'est pas obligatoire. Je pense que ça peut fournir un plus. Parce que si le traducteur peut s'octroyer des libertés quand il se trouve acculé dans une impasse stylistique, je crois que pour tout le reste, oui, là, la fidélité et l'honnêteté doivent prévaloir, même dans les détails. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, bien sûr. Hein. Vous savez, je n'écris pas que sur la guerre de 14-18, loin s'en faut, mais je sais que j'ai eu certains lecteurs, moi j'appelle ça des collectionneurs de douilles et de baïonnettes, bon, qui à la limite rataient par exemple le côté du réalisme magique qui est très important dans mes écrits, pour se réjouir du fait que je n'avais commis aucune erreur dans les quelques descriptions qu'on peut trouver dans mes romans. Non, là, il ne faut pas se tromper d'objectif, bien sûr. Mais je crois que, effectivement, que le couac possible, bon, c'est quelque chose qui peut troubler l'effet de réel, qui est quand même quelque chose qui est recherché. Hein, vous savez, il faut qu'on y croie d'une certaine manière pour le lecteur. Ça n'est pas indifférent. Vous savez, c'est la même chose que quand vous voyez un film, je sais pas, moi, si vous voyez un légionnaire romain qui porte un bracelet montre, ça je l'ai vu c'est toujours un peu embêtant, parce que tout d'un coup, il y a une espèce de magie qui s'évapore, et donc c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. C'est la nécessité du vraisemblable, hein, dont parlait Aragon, effectivement, plutôt que le vrai. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, le premier séjour d'Owen en France est un séjour civil entre 1913 et 1915. Quand la guerre éclate, il enseigne l'anglais à Bordeaux. Il parle très bien le français. Est-ce que vous avez trouvé la trace dans ses poèmes de cette influence de la langue française ou de choses qui pourraient s'y référer? Assez peu. Mais en fait, est-ce vraiment utile de chercher du français? Vous savez, mon professeur d'anglais ancien à l'université me disait toujours, vous savez, là, vous êtes en germanique, mais la langue anglaise, c'est une langue qui marche sur deux jambes. Une germanique, bien sûr, et une latine, parce que, eh bien oui, les Normands sont passés par là. Et donc, dans la langue anglaise, quitte à nous renvoyer d'ailleurs en anglais, entre guillemets, des mots français. Par exemple, le mot budget, vous savez d'où ça vient? Ça vient de bougette. Or, la bougette était un petit sac dans lequel on mettait ses écus. Donc, ça, vous voyez, ça passe la manche dans un sens et ça nous revient. Donc, le français, ou en tout cas la latinité, elle est dans la langue anglaise, qu'on le veuille ou non. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'il y a quand même certaines plus de facilité, par exemple, à traduire, je pense, de l'anglais que de l'allemand ou du néerlandais, qui sont restés nettement plus germano-germaniques, si j'ose dire. Mais sinon, une influence vraiment directe avec l'utilisation de termes français qui aurait été possible, hein, vous savez, dans une version documentaire de certains poèmes. Vous retrouvez par exemple l'espèce de pidgin français qu'utilisaient les Tomies dans la Somme, par exemple, hein, des petits mots comme n'a plus, ça veut dire il n'y en a plus, enfin, vous voyez, des choses pareilles. Mais ça, on ne retrouve pas dans Owen, parce qu'il faut bien dire qu'il utilise un registre de langue qui est assez haut et assez tenu. Donc, c'est pas de la poésie documentaire, vous voyez. Ce qui peut avoir ses lettres de noblesse par ailleurs, mais ça, c'est pas la cup of tea d'Owen, certainement pas. Alors, plusieurs lettres sont publiées dans le recueil que j'évoquais tout à l'heure. Il a passé sa dernière nuit dans la cave de la maison forestière d'Ors, où il sera tué le lendemain. Il a écrit là-bas sa dernière lettre à sa mère le 31 octobre 1918. « Très chère mère, l'endroit où je t'écris à présent, je l'appellerai la cave enfumée de la maison forestière. Il n'y a aucun danger ici. S'il y en avait, il sera passé depuis longtemps quand vous lirez ces lignes. » C'est particulièrement émouvant. Alors aujourd'hui, la maison forestière d'Ors est devenue une maison hommage, à la fois une création visuelle et sonore pour Wilfred Owen. Est-ce que la prose de Wilfred Owen, que vous avez pu retrouver et traduire dans ses lettres, témoigne des mêmes qualités littéraires que sa poésie? On y trouve surtout une forte dose d'humour qu'il n'y a pas nécessairement partout dans sa poésie. Oui, Wilfred, c'est étonnant parce qu'il n'est pas quelqu'un qui vient de la gentry ni de l'establishment, et pourtant, il a dans ses écrits cette espèce d'attitude que nous aimons, enfin, que nous aimions en tout cas retrouver, par exemple, chez
chez le Major Thompson de Daninos. Donc cette espèce d'humour pince sans rire. Il y a toujours un exemple qui me revient et qui est typique de l'humour d'Owen. Par exemple, à un moment, il décrit un passage qu'il fait dans le No Man's Land et il y a une mitrailleuse qui lui tire dessus et ça l'embête beaucoup. Et c'est en fait dans une lettre à sa sœur Mary et il écrit « Le zing, zing, zing des balles m'a fait penser à ton canari. Dans l'ensemble, je préfère le canari. » Oui. Ça, c'est l'humour d'Owen. Un humour musical en plus. Oui, tout à fait. On arrive à une heure de rencontre. Si vous souhaitez, je vois qu'il y en a déjà, mais posez vos questions. Voilà, préparez-vous. Effectivement, ça va être le moment dans un instant. Xavier Hanotte, vous dites que la traduction n'est jamais terminée, que ça reste toujours un chantier ouvert. Avec la version, après la version du recueil qui a été enrichie en 2012, est-ce que vous pourriez avoir la tentation de revenir? Puis il y a encore beaucoup de poèmes qui ne sont pas traduits. Est-ce que vous auriez... Oui. Il y en a que j'arrive toujours pas à traduire, enfin, dont je ne suis pas satisfait. Et si je n'en suis pas satisfait, je préfère ne pas les publier. Bon, maintenant, ça ajoute à ça le problème strictement éditorial. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire à quel point il est difficile de publier de la poésie. Alors, vous imaginez des traductions de poètes. Donc, oui, on est toujours partant pour ce genre de choses, tout en sachant bien que si Wilfred Owen est le second poète préféré des Anglais après Shakespeare, dès qu'on passe le channel, je ne vais pas dire qu'il devient un strict inconnu, j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça, mais le public est par nature moindre, donc d'où la difficulté qu'on peut avoir à motiver certains éditeurs. Évidemment, à la poésie, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice que Wilfred Owen, qui est mort en France et qui avait le talent qu'il avait, soit encore à ce point méconnu. Alors, vous le disiez, vous participez de la mise en lumière de Wilfred Owen. Vous avez publié une dizaine de romans depuis Manière Noire en 95. Dans ce livre et quelques autres, vous mettez en scène un inspecteur bruxellois dont je parlais tout à l'heure, Barthélemy Dussert, que vous assumez comme un double fictif. L'œuvre du poète est ainsi présente dans vos romans. Mais vous le faites aussi apparaître en tant que personnage dans vos livres, y compris dans votre pièce de théâtre, La Nuit d'Ors. Comment expliquer ce compagnonnage que vous renouvelez sous des formes comme ça, très différentes depuis des années? Oh, vous savez, je pense qu'en littérature, il est bon de garder une certaine notion de mystère, même vis-à-vis de ses propres motivations. Vous savez, je crois qu'on peut faire des rencontres à travers le temps. Et je crois que certaines personnes nous parlent véritablement. En tout cas, c'est l'impression que nous en avons quand nous découvrons leurs écrits. Que nous avons l'impression que quelqu'un nous parle une langue que nous comprenons parfaitement. Où l'on se dit, tiens, j'aurais voulu écrire cela. Et je pense que la rencontre avec Wilfred Owen, c'est de cet ordre-là. Et donc, très naturellement, disons qu'il est apparu comme personnage dans certains de mes écrits, et qu'à la limite, je dirais presque que le fait de le traduire, c'était une manière de le remercier, d'une certaine façon. Vous savez, quand j'ai commencé à traduire les poèmes de Wilfred Owen, je n'avais pas le moindre espoir d'être publié. Quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas l'espoir d'être publié non plus. Et donc, ça a été une des nombreuses surprises dans mon parcours littéraire, c'est de voir que, en fait, Owen a intéressé le castor astral parce qu'il intervenait comme personnage dans mes romans. Donc, vous voyez, c'était pour moi une manière de lui rendre l'ascenseur d'une certaine façon. Ce sont des passerelles comme ça que vous créez. Oui, alors, un de mes grands plaisirs, ça a été effectivement de co-signer la traduction avec Barthélemy Dussert. Donc, si vous allez à la Bibliothèque nationale de France, il y aura une entrée Barthélemy Dussert comme traducteur. Donc, d'une certaine manière, ce personnage qui m'est tellement cher, et d'ailleurs pour l'instant, je suis en train d'écrire un roman où il intervient, eh bien, il a une existence, d'une certaine manière. Il a une existence. Et donc, ça, c'est un petit jeu avec la réalité, entre la réalité et la fiction qui me plaît beaucoup de jouer. Très bien. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, je vois que sur le forum,
il y a une intervention d'Aurélie de Vauchel au sujet de l'ordonnance de Villers-Cotterêts qu'on évoquait tout à l'heure, un podcast France Culture. Vous pourrez récupérer la référence. Et puis une question d'Anne Lévy pour Olivier Millet. Vous nous dites que Calvin n'est pas le seul à avoir contribué à l'élaboration de la langue française. Pourrait-il nous en citer d'autres? Merci. Oui, alors la langue française moderne, bien sûr. Bien sûr, j'ai indiqué le rayon, j'allais dire, dans lequel Calvin a eu un rôle essentiel, la prose d'idées, c'est-à-dire la discussion et l'argumentation d'idées abstraites, si vous voulez, intellectuelles. Mais on peut mentionner à côté de lui plusieurs autres personnages, écrivains, le plus important sans doute étant Jacques Amyot, qui a traduit en français Plutarque, c'est-à-dire les vies parallèles, c'est-à-dire tous ces récits qui nous parlent des grands hommes, et grecs et romains, chaque fois un grec et un romain ensemble, et qui, passés en français, ont fait entrer dans la culture française tout notre imaginaire du grand homme, et en fait de l'Antiquité. Le Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ça vient de là. Il a donc Plutarque, historien, biographe des grands personnages, César, Alexandre, Périclès, etc., de l'Antiquité et grecque et romaine, car c'est un auteur de langue grecque, mais qui vivait sous l'Empire romain, Plutarque. Et il a traduit en français du même Plutarque ce qu'on appelle les œuvres morales, qui sont en fait des courts traités, en général assez courts, de philosophie, sur tous les sujets possibles et imaginables. C'est une véritable encyclopédie de la philosophie antique. Et Plutarque est plutôt un platonicien, mais c'est un auteur syncrétiste. Il s'intéresse beaucoup aux choses étranges, bizarres, mystiques aussi, à tout ce qui est spéculation, mais c'est aussi un auteur très tourné vers la théologie morale, donc vers la question pratique de la vie des individus, dans la vie des individus, mais aussi de la vie sociale et de la vie politique. Donc là, il y a un immense répertoire pour, je dirais, sur le plan encyclopédique et thématique pour la culture moderne, qui passe grâce à Jacques Amyot en français. Ça a tout de suite été reconnu comme un chef-d'œuvre absolu, et ça l'est à tel point qu'aujourd'hui encore, si vous voulez lire les vies parallèles de Plutarque en français, dans la collection de la Pléiade, c'est la traduction d'Amyot. Elle n'a pas vieilli. Et elle est magnifique. Elle est vivante. Donc, c'est de l'histoire, des biographies là, de grands hommes. C'est vivant, c'est concret, c'est juste par rapport au texte grec. De temps en temps, évidemment, on a fait quelques progrès depuis le XVIe siècle en grec, mais sur des points de détail. Mais c'est juste, c'est exact, c'est magnifique. La traduction aussi des œuvres morales de Plutarque est magnifique. Alors, je me citerai surtout Jacques Amyot, qui tout de suite est admiré. Par exemple, Montaigne lisait Plutarque, alors que Montaigne savait parfaitement le grec, mais il lisait Plutarque en français. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à un Plutarque français sans aucun problème. Voilà. Alors, ensuite, les autres traducteurs, ils sont très, très nombreux à la Renaissance, mais aucun n'a joué, me semble-t-il, un rôle aussi majeur que ces deux-là. Très bien, merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser, soit en réactivant votre micro et ou votre caméra, soit en écrivant sur le forum voisin? Peut-être pour Xavier Hanotte, si vous deviez nous conseiller, pour les personnes qui ne connaissent mal Wilfred Owen, un poème ou deux qui vous semblent toucher à cette question de l'universalité que vous avez évoquée, lesquels conseilleriez-vous? Mon poème préféré, c'est sans aucune hésitation, il s'appelle justement, mais le titre est intraduisible, c'est Exposure. Ce qui en anglais peut se traduire, est polysémique. Ça peut être à la fois une exposition au climat, donc au froid, mais aussi le fait d'être exposé à l'ennemi. Donc moi j'ai traduit ça par froid, première ligne, ce qui est vraiment presque une périphrase. Mais là, on retrouve justement, j'oserais dire, le Wilfred Owen complet. À la fois ses grandes qualités élégiaques et strictement poétiques, et aussi cette tristesse, la tristesse d'ailleurs plutôt que la révolte par rapport au phénomène de la Grande Guerre. Donc ça, je crois que s'il faut ne lire qu'un seul poème, c'est celui-là. Il est un petit peu long, mais bon, voilà.
quand on aime. Voilà. Alors, je crois que Monsieur Mission, qui est le président de l'association Wilfred Owen, souhaite s'exprimer. Alors, vous avez dû activer votre micro, je ne vois Oui, pas. tout à fait. Donc, tout d'abord, merci à nos deux orateurs et traducteurs pour le propos éminemment intéressant. Et j'ai une question qui s'adresse à nos deux orateurs. Ils y ont pour partie répondu, mais ne pensez-vous pas que, à l'instar de l'histoire, qui n'est autre qu'une vision du passé en fonction des intérêts actuels, il ne faudrait pas revoir les traductions tous les 50 ans, tous les 100 ans, et je ne vais pas me prononcer évidemment sur la période au terme de laquelle il s'agirait de le faire, et tout ça simplement parce que le sens des mots évolue, le contexte évolue. Si je prends des exemples très concrets, le terme pandémie en 2018 avait un tout autre sens, ou en tout cas avait une toute autre perception que celle qu'on a actuellement, et au même titre, vous en avez parlé, Madame Houry, dans votre introduction, quand on parle d'humanisme, à la Renaissance, c'est vraiment un mouvement intellectuel. Maintenant, c'est beaucoup plus une attitude qui place l'humain au centre. Donc, je reste avec cette question. Est-ce que la traduction n'est pas par nature éphémère? Là, je suis volontairement provocateur. Ou alors, ne faut-il pas la revoir régulièrement? Oui, enfin, vous savez, moi j'ai des amis anglais qui me disent toujours, quand vous allez voir du Shakespeare, le langage est au goût du jour. Oui, une traduction est toujours plus actuelle, mais elle vieillit aussi beaucoup plus vite, je pense. Alors évidemment, enfin ça dépend, hein, je pense qu'il y aura toujours de ce qu'on appelle les grandes traductions, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs les plus exactes, voire même les meilleures. Hein. Vous savez, pour Kafka en français, il y a un super gros débat. Moi, je reste un partisan de Vialat, dont tout le monde sait bien que ce n'est pas la traduction la plus précise, et que celles, par exemple, de M. Lortolari sont plus exactes. Maintenant, je crois qu'effectivement, si on a affaire à des traducteurs consciencieux, je crois qu'il y aura toujours quelque chose à gagner. Maintenant, il ne faut pas non plus contemporanéiser à l'excès. Hein. C'est un juste milieu à tenir, et comme tous les justes milieux, il est toujours difficile à trouver. Mais moi, en tout cas, moi, je n'ai rien personnellement contre le fait que les traductions peuvent ou puissent être revues. Ça, certainement pas. De toute façon, le traducteur doit rester humble. Hein. Il n'est jamais propriétaire de l'œuvre qu'il traduit. Donc, d'une certaine manière, si je veux être grossier, il peut juste la fermer d'une certaine manière. Ouais. Monsieur Millet, peut-être. Je rejoindrai Monsieur Anot en disant que je distinguerai pour ma part quelques grandes traductions. Je parlais par exemple de Plutarque dans la traduction d'Amyot. S'il est aujourd'hui dans la Pléiade, c'est parce qu'il n'y a rien à toucher et que c'est complètement satisfaisant. Alors après, on peut aller voir une autre traduction. Il y en a une, par exemple, dans la collection des belles lettres de Plutarque, des œuvres complètes de Plutarque, qui sera forcément dans une langue plus moderne, moins marquée par le XVIe siècle, et peut-être, et sans doute même, plus exacte sur certains points. Mais c'est un chef-d'œuvre, c'est devenu un chef-d'œuvre en soi. La traduction peut être un chef-d'œuvre. Ensuite, je distinguerai le cas des traductions chez les traducteurs qui ont le souci de s'ajuster à leur public immédiatement. C'est ce qu'on a beaucoup fait au XVIIe siècle, ce dont mon maître Roger Zubert était spécialiste, les belles infidèles. Des traductions qui se veulent juste dans l'esprit, mais qui privilégient la langue d'arrivée. Et ça, évidemment, ces traductions-là vieillissent. Si vous voulez lire les grands historiens grecs ou latins tels qu'ils ont été traduits au XVIIe siècle en France, vous pouvez. Et vous le lirez dans un beau français classique. Mais il manquera quelque chose de la verdeur, de la provocation, de l'étrangeté exotique qu'on donnerait aujourd'hui dans une traduction actuelle des mêmes textes anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou la Bible. Pourquoi pas lire la Bible française dans la traduction dite de la traduction janséniste de Le Maître de Sacy? C'est en français classique. Ça peut nous sembler pâle aujourd'hui
par rapport aux traductions de la Bible dont nous disposons, ou celle de Chouraki qui est complètement hébraïsante, mais même celle de Jérusalem, ou d'autres encore. Mais si on veut lire de la Bible en français classique, pourquoi pas? Mais évidemment, ces traductions qui vont immédiatement vers leur public, qui s'adressent essentiellement à lui, au public contemporain et actuel, vieillissent beaucoup. Et puis, il y a des traductions, je dirais, intermédiaires qui ne sont ni des chefs-d'œuvre parce qu'elles n'ont pas à l'être, ni des traductions qui vont de manière concertée au devant de leur public. Et celles-là, elles se succèdent, et on peut toujours les comparer et en évaluer les mérites comparés. Là, je dirais, plus il y en a, mieux c'est à mes yeux. Monsieur Millet, sur la question qu'on a abordée tout à l'heure avec Xavier Notte de l'intraduisibilité de la poésie, c'est un sujet à l'époque de Calvin. Tout à fait. Tout à fait, puisque Du Bellay, donc le principal théoricien de la Pléiade, cette génération de jeunes poètes qui ont 25 ans en 1550 et qui fondent la poésie française moderne, dans la défense et illustration de la langue française, déclare que la poésie est intraduisible. Donc, la conclusion qu'il en tire, lui, c'est que puisqu'il veut s'inspirer, suivre les modèles grecs et latins et italiens, c'est qu'il faut les imiter et pas traduire. Imiter, c'est-à-dire transposer, conformément au génie de la langue d'arrivée, les œuvres antiques, mais sans les suivre, sans les traduire. S'inspirer d'elles de manière très très large, en fait les recréer entièrement. Alors, c'est une problématique que nous ne connaissons plus, enfin, qui est devenue très marginale aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est une question très importante dès le XVIe siècle et qui est disputée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut traduire la poésie? Alors, je crois que M. Anotte nous a donné beaucoup d'indications à ce sujet. On peut, tout en faisant le deuil de… Voilà. Vas-y, il faut faire des choix, hélas. À mes yeux, la meilleure solution que vous connaissez bien, M. Anotte, c'est celle de la version bilingue. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on lit une traduction et si on a les moyens ou l'envie, on va regarder à côté le texte, si on a les moyens ou l'envie. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs le Castor Astral, donc l'éditeur de… Oui. A tout à fait été d'accord avec mon idée. Tout à fait. À partir du moment où vous ne traduisez pas, par exemple, du coréen, et que vous savez que vous destinez à un public français, l'anglais n'est quand même pas une langue à ce point inconnue. Donc, d'une certaine manière, comme ça, vous jouez franc jeu. Voilà. Et du coup, vous êtes quelque part rassuré. Oui, tout à fait. Y compris sur les erreurs qu'un éventuel lecteur encore plus lettré que vous pourra trouver. Hein. Oui, ça, et dans ce cas, moi, je l'utilise beaucoup comme ça pour les langues étrangères que je pratique. Moi, c'est surtout l'allemand et l'italien. Mais j'utilise la traduction, non pas, je ne lis pas la traduction, je lis le texte original, mais j'utilise la traduction comme béquille. C'est-à-dire que là où j'ai de la peine dans le texte original, je regarde la traduction. Oui, ça, je trouve ça préférable à des notes de bas de page, parce que la traduction, c'est quand même un texte qui se tient par lui-même. Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu la méthode que j'utilise par rapport au cinéma britannique, où en fait les sous-titres ne me servent que quand il y a quelqu'un qui cause dialecte tout d'un coup. Ou bien, voilà, c'est une béquille, je dirais. Oui. Mais par contre, évidemment, je suis évidemment romancier pour le roman et voire pour les correspondances. Là, ça devient nettement plus lourd. Et typiquement, dans le recueil de poèmes et de correspondances, l'original anglais figure pour les poèmes, mais pas pour les lettres. Bien sûr. Très bien, je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous auriez d'autres questions avant que l'on se quitte? Je n'en vois pas d'autres. N'hésitez pas, hein, surtout parce que je ne vois pas forcément l'ensemble des participants sur mon écran. Alors, avant que l'on se sépare, je voudrais préciser que sur le site du Festival Résonance, vous pouvez trouver beaucoup de ressources en lien avec le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Il y a notamment des lectures de poèmes de Wilfred Owen en français et en anglais que vous pouvez écouter. Je vous précise aussi que sur le sujet de la traduction, il y aura demain une conférence, demain samedi, sur Olivetan et William Allen. On a évoqué tout à l'heure le cousin de Calvin, Olivetan. Et puis, vous pouvez retrouver aussi une visioconférence avec Anne Mourgue, qui est la réalisatrice du documentaire La plume et le fusil sur Wilfred Owen, auquel vous avez participé, Xavier Anotte, à laquelle cette visioconférence, vous avez apporté votre témoignage. Et puis, il y a aussi une visioconférence avec
Richard Weston, qui est le réalisateur du film The Boring Party, une fiction cette fois, sur la vie de Wilfred Owen. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, il y a aussi Du latin savant à une langue française universelle. Comment devient-on un écrivain? C'est un échange auquel a participé Olivier Millet avec Pierre-Yves Kivigère et c'était animé par Cécile Maillard-Pettini. Tout ça est en ligne sur le site du festival, sur la page YouTube que vous pouvez aller bien entendu consulter. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous lundi, le 19 avril à 14 h. Nous évoquerons avec Alexandre Leduc l'obsession de l'oubli chez Roland Dorgelès. Voilà, j'espère que vous serez nombreux. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je remercie beaucoup nos deux participants, Olivier Millet et Xavier Hanotte, pour leur échange passionnant. Et à très bientôt. Je laisse Aurélie couper cette conversation. Merci à tous.